Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuibert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves du DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Vuibert est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conformes au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper DCG.Vuibert dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute! Tu disais que tu avais du mal à te remettre dedans, c'est parce que tu étais démotivée. Enfin, tu voulais toujours quand même avoir le DEC, être expert comptable, ou t'en étais où dans ta réflexion ? Oui, j'ai jamais lâché. Depuis que je suis gamin, je lâche jamais. Même si je suis rêveur, même si je me cherche un peu, je suis souvent à des carrefours, je lâche jamais. Donc ce diplôme, il me le fallait pour gagner ma liberté, en fait. C'était ça, hein. C'était pour gagner ma liberté. Du coup, démotivé, je l'étais parce qu'en fait, j'avais 30 ans, c'est ça, 30 ans, j'échoue au DEC. L'année d'après, c'était 31 ans. Donc, je prends un an pour le rédiger. Puis après, il y a le Covid. Covid, du coup, session annulée, session de mai. Donc, moi, j'avais rédigé le mémoire pour mai, je l'avais sorti pour février. Bon. Et tu te dis, est-ce que c'est le destin et qu'il ne veut pas que je passe le DEC ? Et là, du coup, boum, session annulée, on ne savait pas où on allait. Et là, ouais, j'étais dans le dur, toujours statut salarié. Bon, j'étais pas malheureux, ça se passait bien. Mais j'avais besoin, alors je dis pas si c'était le cap des 30 ans, mais 31 ans, 32 ans, j'avais vraiment envie de créer quelque chose. Est-ce que peut-être le fait d'avoir des échéances tout le temps, est-ce que c'est pas fatigant un peu toute la charge mentale tout le temps que tu as en fait ? Je vais être moi-même. En fait, j'aime pas bosser pour les autres. Voilà. C'est-à-dire que j'aime travailler pour moi. J'ai besoin de travailler pour moi. Voilà. Il n'y a pas de mal à le dire. Chacun est différent et il y en a qui aiment bien travailler pour eux, qui n'aiment pas avoir quelqu'un au-dessus, entre guillemets. Et il y a des personnes qui sont très bien en étant salariés. Il faut tout pour faire un monde. Hein, bien sûr, complètement. Donc en fait, c'était pas vraiment tes missions qui te plaisaient pas, c'était plus le fait d'être salarié. Tu t'es pas dit... en soi, tu avais déjà validé tes 3 ans de stage. En soi, tu aurais pu partir et préparer tes épreuves. Alors, par contre, avant d'avoir le DEC, parce que du coup, je l'ai repassé en mai dernier, et j'ai eu donc les résultats, je l'ai eu en... 2021. Ouais, c'est ça, juillet 2021, c'est ça, il y a un an. J'ai démissionné en février. Parce qu'avec Laure, donc, on avait pour projet de créer notre société. On ne savait pas encore la société qu'on allait créer. Elle était en cabinet d'audit, moi j'étais en cabinet expertise comptable. Et on s'était dit, bon, allez, cette année, il y a peut-être le Covid aussi qui a joué. On s'est dit, cette année, viens, on plaque tout. Tant pis pour nos vies bien rangées, le salaire qui rentre tous les mois. Et on va créer notre entreprise, notre société. La logique aurait voulu que si quelqu'un qui est en audit et quelqu'un qui est en expertise comptable, je veux dire, admettons que vous soyez diplômés, on se dit, bon, ils vont faire un cabinet d'expertise comptable. C'était trop facile. T'as le pôle audit, t'as le pôle expertise. Donc du coup, on a démissionné. On n'était pas diplômé du DEC. Je suis parti en février 2021 de mon ancien cabinet. J'ai bossé le DEC à fond, l'écrit qui me manquait et le mémoire. Et vous l'avez passé la même session du coup ? Oui, on l'a passé la même session avec Laure. Je l'ai attendu. Ouais. C'était pas mal pour réviser.
Ah ouais, on s'est fait des sessions de révision, on allait en campagne, on faisait des randos, on prenait le QCM, là, on se faisait des quiz. Ouais, on a C'est vrai rigolé. que c'est pas mal ça, C'est des bons souvenirs. d'avoir un conjoint qui passe le deck en même temps on que est toi. plus fort. Hein. Parce que c'est vrai que des fois aussi, tu peux avoir, dans un couple ou même pas forcément au niveau de la famille, quand toi, t'es surtout à ces âges-là, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini leurs études, qui sont vraiment dans leur vie pro, et que toi, quand tu as encore des examens à passer et que tu as par exemple ton conjoint à côté qui, lui, fait un taf 9h, 17h et que toi, tu rentres, tu fais ton mémoire, tu bosses. Enfin, tu vois, c'est... Compliqué. Ça peut être compliqué, mais vous, du coup... Moi, alors, ça a été une force. Hein. Oui. À 2, on est plus fort, ça, je le répète. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'à 31 ans, 32 ans, j'avais les copains qui étaient, ils étaient parents, ils avaient acheté une maison, ils vivaient un peu. Bon, ce sont des normes, hein, c'est des standards. Hein. Mais c'est vrai que parfois, le samedi matin, je bossais, le vendredi soir, j'étais devant l'écran. Et en plus, je savais pas si ça allait encore faire, je savais pas si ça allait passer, ça aurait pu casser encore. Hein. Et ouais, je me disais. C'est dur, c'est dur. C'est pour ça que quand je dis parfois je tapais dans les murs, c'est que j'en avais besoin. Hein. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup Ouais, des remises en question. Après, Laure arrivait à me remotiver. Ouais. Parce que là, vous avez créé, vous vous dites, c'est bon, on démissionne, on va créer une boîte. Donc forcément, on aurait fait autre chose sinon, même si on a pas eu le deck. Hein. Pas d'expertise comptable forcément parce que vous étiez ou de commissariat au compte parce que vous n'étiez pas diplômé et vous créez votre boîte quand même avant de passer les épreuves ou... Non. On passe les épreuves en mai. On a les résultats début juillet. On savait qu'on allait créer quand même la boîte. Hein. On part 3 mois en vacances. Donc juin, on était sur la côte basque tout le mois. Juillet, on part sur la côte d'Azur. Le mois d'août en Andalousie. Et en Andalousie, on y a passé un mois. On avait acheté 2 PC. Et là, on a créé Ares Conseil. Et là, on a posé. On a fait un brainstorming tous les deux. Là. Ça a pris 1 matinée, 2 matinées, pas plus. Et on a posé toutes les missions qu'on kiffait faire, qu'on souhaitait faire, qu'on souhaitait vendre. Et Ares Conseil est sorti comme ça. Laure, le soir, a créé le site internet. Faisait tout elle-même. Et dedans, il n'y avait pas de compta, du coup. Pas de compta. Enfin, pas de tenue comptable, en tout cas. Mais proche de la compta. Et ça, vous vous êtes dit, voilà, t'en as déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que vous faites du coup chez RS Conseil? Parce que je crois que, deux profils Conseil, différents. C'est proximité dirigeant. Dès qu'on a, ça rejoint un peu ce que je disais, l'approche par les besoins en fait. C'est dès qu'on arrive à déceler tel et tel besoin, telle problématique chez un de nos clients. C'est pour ça qu'on est dans pas mal de réseaux, on essaye de rencontrer beaucoup de dirigeants. En fait, on fait tout pour y répondre. C'est une approche un peu plus entrepreneur que... Complètement. Businessman. Ouais. C'est-à-dire que demain, Julie, tu as besoin de, je sais pas, d'une plaquette commerciale. Laure, elle a un logiciel marketing pour te faire ta plaquette co. Tu as besoin d'évaluer, je sais pas, tu veux racheter une boutique de SAP en centre-ville de Toulouse. Bon, tu sais pas trop ce que ça vaut. Tu m'appelles, tu dis Rodolphe, qu'est-ce que t'en penses? Je te fais une mission sur mesure. Tu veux une formation sur tel logiciel, avec Laure, on doit pouvoir te la faire. Voilà. Donc ça tourne pour le DEC ou pour la RSE. Ouais, voilà, ça tourne autour de la formation. C'est des missions exceptionnelles, du conseil. Et après, c'est bon, toi, tu es dans la voie, donc tu maîtrises tout ça. Mais admettons, tu serais, je sais pas, tu sortirais des études. Tu as un profil, par exemple, pas du tout expertise comptable. Tu as un profil plutôt. Tu as appris un savoir-faire, mais tu veux être à ton compte, mais en fait, tu sais pas comment t'y prendre. Et en fait, nous, on peut t'aider. En fait. On peut te faire un suivi sur 6 mois, 1 an, 18 mois, peu importe. Toutes les étapes en fait, de la création d'entreprise. Et pour faire tout ça, il n'y a pas forcément besoin d'être vraiment expert comptable. Enfin, c'est un peu touchy, la limite, entre ce qui est... Alors attention, je ne vais pas te rédiger tes statuts. Je ne vais pas faire ton juridique de création. Ton juridique, je ne le fais pas. Je ne vais pas faire ta comptabilité. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est te donner tous les tips, te dire, fais ça, prends tel logiciel. Là, dans tes statuts, tu as ça, mais crée une SASU plutôt qu'une URL. Pourquoi? Enfin, voilà. En fait, c'est du conseil. Et après, à toi de dire, bon, mais ok, moi j'écoute Laure et Rodolphe, je préfère créer une URL plutôt que la SASU. Ah, mais attends, peut-être que ma soeur, ça l'intéresse, on crée une SAS à 2. Tu vois,
Par contre, nous, on va pas te rédiger. Voilà, on n'est pas avocat. Non, c'est clair. Et tout ça, on a le droit de le faire. Et on a le droit de le faire. Et oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est de Moi, la je le formation. sais, mais parce que du coup, vous n'êtes pas expert comptable. Même si vous avez le diplôme, tu peux expliquer un peu c'est quoi la différence entre avoir le diplôme et être expert Alors, comptable. expert comptable, donc on est diplômé d'expertise comptable. On a le diplôme, on a le DEC. Double casquette avec Laure, bien sûr, parce qu'on a fait les heures de commissariat aux comptes. On ne peut pas écrire qu'on est expert comptable tout court, parce qu'en fait, on n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables de Toulouse, en fait. Donc du coup, on ne peut pas communiquer dessus. Par contre, sur nos cartes de visite, sur notre site internet, sur la page Arès Conseil, il y a marqué diplômé d'expertise comptable. Et ça change quoi d'être inscrit à l'ordre ou pas, du coup? Ça change quoi pour nous ou En général, que ce soit pour Mais en vous, général, en fait, quand vous souhaitez proposer des missions, alors c'est l'article 2 et je sais plus. C'est pas grave pour le numéro. L'ordonnance. Ouais, voilà. En fait, c'est tout ce qui est mission de présentation des comptes, le classique en fait. Là, il faut être inscrit à l'ordre. Il faut avoir une responsabilité civile professionnelle pour l'ordre aussi. Donc, on est couvert. Ça vous permet en fait de faire toutes les missions déclaratives auprès de l'administration fiscale. Vous pouvez tenir une comptabilité, vous pouvez clôturer une comptabilité, là où nous, on ne peut pas le faire vu qu'on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc, c'est toutes ces missions-là. Une fois que vous êtes inscrit à l'ordre, par contre, il faut savoir que vous pourrez faire des missions, on va dire, ponctuelles, exceptionnelles, on va dire un peu en marge des missions classiques de l'expertise comptable. Par contre, ça ne peut être qu'à titre accessoire. Voilà. Pour ça que moi, dans un premier temps, je voulais m'inscrire à l'ordre des experts comptables parce que j'avais quelques clients qui m'auraient suivi. J'aurais aimé quand même garder ces clients en expertise comptable parce que ça ne me déplaisait pas. Je m'entendais bien avec eux, c'était devenu des amis. Ça m'aurait fait un peu de récurrence, ça m'aurait fait un fonds de commerce. Le problème, c'est que nous, notre chiffre d'affaires avec Laure, les missions qu'on aime faire, ça représente 80-90% de nos honoraires. Dans l'expertise comptable, ça aurait représenté peut-être 10-20% de nos honoraires. Et là, tous les 3 ans, il y a un contrôle qualité, même vis-à-vis de l'ordre, ça ne serait pas passé parce qu'ils nous auraient dit, écoutez, froid de fond Riverain, donnez-moi les dossiers annuels, dossiers permanents. Là, on aurait dit, mais attendez, nous, on a fait une mission de recrutement pour un confrère, on ne fait que des évaluations, on fait de la formation. Et donc, en fait, ça ne serait pas passé. Parce que nous, c'était les missions ponctuelles et la formation, c'est 80% de nos chiffre d'affaires. Ce n'est pas à titre accessoire, c'est à titre principal. Donc, du coup, on s'est dit, en fait, moi, j'aurais voulu, mais on ne peut pas s'inscrire à l'ordre. Mais c'est ça qui est. C'est dommage. C'est dommage. On n'en a pas forcément conscience parce que c'est vrai qu'il y a toujours les discours où on dit l'expert comptable fait du conseil, de l'accompagnement, etc. Mais la réalité, c'est que si tu en fais la majorité de ton chiffre d'affaires, normalement, en théorie, tu n'as pas le droit de t'inscrire à l'ordre. C'est ça. Parce que tu n'es pas vraiment un cabinet d'expertise comptable dans le sens où tu ne fais pas la majorité de ton chiffre d'affaires dans la comptabilité. Et alors, pour tout te dire, tu vois, on avait bossé à fond la déontologie, on a eu des bonnes notes, tu vois, on était calé en mai dernier, juin, tout ça. Et là, en août, on commence à creuser ça. Donc, on était en Andalousie, on crée la boîte. On rédige donc nos statuts pour la SAS. On met l'objet social, on met un objet bien large avec toutes les missions qu'on propose. Et en fait, là, on a commencé à aller chercher sur le site de l'ordre, tout ça. On est allé un peu plus loin sur ce sujet précis. Est-ce qu'on peut être inscrit à l'ordre des experts comptables avec les missions qu'on propose ? Et en fait, c'était un peu ambigu. On n'avait pas forcément la réponse, tu vois. Et en creusant, on s'est rendu compte que les missions que nous, on propose, on aurait pu le faire, mais qu'à titre très accessoire. C'est-à-dire qu'il fallait justifier que ça représentait, on va dire, j'ai une bêtise, mais 10% de nos chiffre d'affaires max. Donc, c'est pas possible, en fait. Quand on est inscrit à l'ordre, il faut faire de la comptabilité classique, il faut faire du déclaratif, du récurrent. Ce qui est assez marrant, pour moi, c'est dommage. Non, mais pour moi, c'est que, en fait, en plus, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin du DEC pour faire les missions à valeur ajoutée. On va dire, en fait, on te dit, tu as le droit de faire de la tenue et sortir des comptes, mais tout ce qui est valeur ajoutée, en fait, en soi, il n'y a pas besoin du DEC pour faire ça. Nous, avec Laure, on s'éclate dans ce qu'on propose, les missions qu'on propose. On est très content de faire ça.
Si on avait fait le choix de s'inscrire à l'ordre, je pense qu'on n'aurait pas compris en fait. On n'aurait pas creusé ça, on serait inscrit. On aurait dit, c'était un cabinet de conseil, mais on aurait pu quand même s'inscrire à l'ordre. Au premier contrôle qualité, ils nous auraient dit non, mais attendez, vous faites trop de missions exceptionnelles. Les missions comptables de base, il faut faire 80-90%. Comment on fait? Je pense qu'on aurait été déçus. Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui vont se dire pourquoi, entre guillemets, se faire chier à passer le DEC si au final, tu n'as pas besoin du DEC pour exercer. C'est ça que je voulais dire. Nous, en fait, on n'en a pas besoin. Par contre, là, Laure et moi, la société qu'on a créée, elle peut vivre sans nos 2 diplômes. C'est-à-dire que tu as raison. Se serait arrêté au bac+2. Bon, on n'aurait pas fait ça, il ne faut pas croire. Hein. Parce que là, c'est mûri quand même. Laure, elle a 28 ans, moi j'ai 34 ans. On a quand même des années d'expérience dans la filière d'expertise comptable. Si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a de l'expérience et on a du réseau aussi. Alors que si vous vous étiez pas dit que vous alliez passer le DEC, vous auriez peut-être pas eu cette expérience. On n'aurait jamais créé cette boîte. Par contre, tu as raison. Demain, on aurait pu, sans ce diplôme, on aurait pu créer la même structure et tout pareil. On aurait pu créer la même entité. Oui, donc en fait, même si vous aviez pas, vous auriez pu même tenter d'avoir le diplôme et potentiellement, toi, tu aurais pu te dire, ok, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Mais ça apporte, en quoi c'est intéressant quand même d'avoir le DEC, même si on veut pas être vraiment expert comptable? Je vais répondre à ta question. Toutes les personnes que je rencontre sur Toulouse ou ailleurs, dès qu'on dit qu'on est expert comptable, entre parenthèses diplômé, parce que ça, ça veut, voilà. Dès qu'on dit qu'on est expert comptable, vous le dites, mais en fait, le client, la réalité, c'est qu'il voit pas la différence. Il voit pas la différence. C'est comme un médecin diplômé de la faculté. Il n'y a pas de différence en fait. On a le DEC, on a le diplôme. C'est pas parce qu'on n'est pas inscrit à l'ordre qu'on n'est pas expert comptable. Hein. On n'a pas le droit de communiquer dessus, mais en tout cas, expert comptable. Mais par contre, expert comptable diplômé, le client, lui, il comprend pas la différence. Il comprend pas. Et justement, souvent il se dit ah ben oui, il est vraiment diplômé d'expertise comptable lui. C'est-à-dire que ceux qui le mettent pas, ils ne le sont pas. Et justement, il a peut-être le doute. Donc en fait, dès qu'on dit qu'on est expert comptable, le client il est aux petits oignons avec nous en fait. Il s'intéresse, il nous pose plein de questions. Et en fait, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce que, alors je veux pas faire de généralité, il faut pas en faire. Je veux pas être catégorique, mais le nombre de prospects que j'ai rencontrés, quand je leur pose la question alors votre expert comptable, vous êtes chez qui, ça se passe comment? En fait souvent ils disent rien de mal contre leur expert comptable, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est je le vois jamais, je l'ai vu depuis 1 an, je l'ai pas vu, ou je l'ai vu l'année dernière. Ah oui, mais le rendez-vous bilan ça a duré un quart d'heure. Ils payent des honoraires, ok. Ils sont pas mécontents de l'expert comptable. L'expert comptable, il est quand même, ils sont pas mécontents, mais ils ont l'impression, par contre, c'est ce manque de disponibilité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est sous l'eau, qu'il faudrait pas presque embêter. On n'ose pas l'appeler parce qu'en fait, il est sous l'eau, parce qu'en fait, je tombe sur la standardiste. Et la standardiste, il me rappelle jamais. Et c'est ça que je trouve. Notre force, elle est là avec Laure. Que je trouve dingue, la dichotomie entre ce qu'on dit, et même si je sais que c'est ce qu'il faudrait faire, etc., mais quand on dit qu'on fait de l'accompagnement du conseil, qu'on est aux côtés des dirigeants, etc., mais ça, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est de la douce musique que des fois on se répète quand on est expert comptable pour dire oui, c'est nous, le partenaire de confiance, etc. Mais en fait, quand tu écoutes les dirigeants, en tout cas, peut-être que oui, les gros clients, ok, ils ont souvent l'expert comptable au téléphone parce que aussi ils payent plus d'honoraires, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des TPE, comme tu le dis, ils vont pas forcément non plus incendier leur expert comptable, mais en tout cas, ils sont pas pleinement satisfaits. Et l'expert comptable, je trouve que, je leur jette pas la pierre, mais je veux dire, ils sont pas forcément aussi proactifs que ce qu'ils devraient être et ce qu'on nous communique sur ce métier. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je sais toujours pas si je vais être expert comptable, je vais passer le DEC, mais où je me suis pas reconnue dans, tu vois, le fait, moi, j'ai pas envie d'être toujours submergée par les échéances et de pas pouvoir avoir la relation client, le côté humain, conseil, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je devais te faire un dessin, si je devais te décrire un expert comptable,
en 2-3 mots, je te dirais en fait, c'est quelqu'un qui court derrière le temps en fait. Il manque de temps. Et ça, c'est un truc que je voulais pas en fait dans la vie. Moi, je veux du temps en fait. Mais c'est ce qui est le plus. En plus, on vend notre temps. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est vrai que l'expert comptable, il est happé par tout ça. Donc du coup, souvent, je le dis alors, mais je lui dis moi maintenant depuis 1 an parce qu'on est à notre compte et on a du temps. C'est ce qu'on voulait. Hein. Je voulais pas. La vie, elle passe très vite. Hein. Je voulais pas arriver à l'âge de la retraite. Donc on va dire à 60, 62, 65 ans, peu importe. En fait, un matin, tu te lèves, tu es dans la salle de bain, tu te rases, et en fait, tu te rends compte que tu as l'âge de la retraite. Et c'est ça que je voulais pas, en fait. Ne pas voir le temps passer. Et je me dis, expert comptable, tu bosses beaucoup, tu as un job qui est intéressant, mais tu as tellement de flux, c'est chronophage, tellement de déclarations à faire, de personnel à gérer, qu'en fait, vu qu'ils sont très, très, très occupés, mais en fait, ils arrivent à l'âge de la retraite, mais est-ce qu'ils ont profité ? Moi, j'en suis pas sûr. Et ça, c'est tout l'aspect déclaratif où tu te dis, en fait, une fois que tu as fini une échéance, tu as la prochaine échéance et tu as la prochaine période fiscale. Et en fait, tu es dans une boucle temporelle, ça s'arrête jamais. Et en fait, tu te rends pas compte du temps qui passe. Tu as tes 2-3 semaines de vacances en été et encore le matin, tu es sur tes mails, etc. Complètement d'accord. Et en fait, tu vois, j'ai passé à peu près 10 ans en compta et c'est vrai que, comme tu dis, tu attends tes congés, tu as 5 semaines de CP par an. Mais ouais, en fait, après, j'essayais de faire du sport à côté, je sortais. Mais tu peux très vite t'enfermer là-dedans. Et justement, donc là, on parlait du temps, mais on pourrait dire, oui, mais les experts comptables, ils travaillent beaucoup, mais c'est parce qu'ils gagnent beaucoup aussi. Alors toi, sans forcément dire combien tu gagnes, est-ce que tu es satisfait de ta rémunération ? Est-ce que tu gagnes peut-être autant, voire plus que certains experts comptables ? Parce qu'on pourrait se dire, ok, tu travailles moins. Pas aujourd'hui, là, je te mentirais. Après, l'argent, je m'en fous un peu. Il en faut de l'argent pour bien vivre. Hein. Mais l'argent, c'est pas un problème. Si j'en veux, je peux aller en chercher. Mais à quel prix, tu vois ? Au bout d'un moment, tu as un rythme de vie, tu sais ce qu'il te faut pour bien vivre. Après, je sais pas. Courir derrière l'argent, je pense que je m'en fous, tu vois. Moi, ce que je voulais, justement, c'était m'éclater dans ma vie, voyager, faire du sport et avoir du temps de libre. Oui, et puis ça dépend de tes priorités aussi. Voilà. Peut-être qu'à un certain moment, ça va être plus être le temps. De l'argent, il en faut, mais tant pis pour l'argent, j'ai envie de te dire. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est bien de gagner de l'argent, mais si t'as pas le temps pour le dépenser... oui, t'as tout résumé. Ça sert à rien, au final. C'est pareil, comme tu dis, à l'âge de la retraite, c'est bien beau, mais tu sais pas... nous, on va la prendre pas avant 65 ans. Ça sera le minimum légal. Hein. Peut-être même 70 ans. Faut pas croire. Il n'y aura plus de retraite, peut-être. Physiquement, je sais pas comment on va arriver à l'âge légal, à la retraite. Peut-être qu'il n'y aura pas de retraite, t'as raison. Mais ça va bien. Si t'arrives, que t'es en forme, que t'es... Mais moi, ça demande, il faut s'entretenir. Il faut avoir fait du sport toute ta vie. Tu vas pas arriver à 65 ans, te dire, allez, je vais faire le marathon de New York, je vais faire le tour de la Corse en voile, tu vois. Si physiquement, tu t'es pas entretenu, si t'as pas profité... c'est pareil, à 65 ans, ok, mais je pense que tu profites pas autant que qu'à 30, différemment, quoi. Tu vois. Donc du coup, tant pis pour l'argent, peut-être, mais moi, je crame la vie. Profite. C'est vrai qu'il y a pas mal de... je sais pas si ça change ou pas, ce sont des choix de vie. Hein. Mais sur peut-être la génération de nos parents ou autres qui se disaient... moi je bosse beaucoup entre guillemets quand je suis jeune, etc. Et j'attends la retraite pour profiter. Sauf que maintenant on voit qu'il y a beaucoup de personnes au final qui arrivent à la retraite et qui sont tellement crevées, que ce soit physiquement ou même mentalement. Par exemple, t'es expert comptable, t'as eu des échéances toute ta vie. T'es crevé, quoi. Et même il y en a aussi qui tombent malades, quoi. Et du coup, si t'attends toute ta vie, la fin de ta vie, et puis qu'en fait tu tombes malade, que tu peux pas profiter entre guillemets, du coup t'as profité à aucun moment de ta vie. Voilà. Et c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. Autant en profiter maintenant. Et le temps, c'est la seule ressource que tu peux pas acheter du temps. Donc, n'importe quelle personne sur son lit de mort te dira, même s'il est multimillionnaire, tu peux lui demander qu'est-ce que tu voudrais maintenant. Mais il va te dire, donne-moi du temps, redonne-moi ma santé, redonne-moi du temps. Moi, quand je parlais à mon grand-père, il me dit, mais profite. Il me dit, parce que maintenant, il peut plus le faire. Mais il me dit, profite, voyage.
Mais c'est vrai que j'avais entendu, alors je sais plus si c'est dans un podcast ou autre, mais que en fait, quand on pose la question à des personnes qui sont assez âgées, etc., qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie, il y a personne qui va te dire j'ai pas travaillé assez. Il y a personne qui te dira ça. Les gens ils te diront je voudrais passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants, mais ils te diront jamais j'ai pas assez bossé. Enfin, ça n'arrive pas. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir un peu. Et du coup, comment vous trouvez vos clients alors enfin, plutôt peut-être toi sur ta partie. Ouais, oui, tu pourras demander alors cet après-midi. Pour ma partie, déjà, j'avais tissé pas mal de relations pro avec, au fil des années dans mes précédents cabinets avec des anciens clients, des gars avec qui je m'entends bien aujourd'hui, qui sont restés, du coup, qui me font bosser quand même sur des missions exceptionnelles. Le bouche à oreille, quand un client il est content de toi, il t'en ramène 3 ou 4. Surtout que dans les dirigeants, je pense qu'ils se connaissent un peu. Oui, c'est assez communautaire quand même. C'est comme les médecins, c'est comme les experts comptables, tout le monde se connaît. Donc il y a ça. Après, moi j'aime beaucoup le développement commercial, j'aime rencontrer des gens, j'aime bien discuter. Je m'intéresse à pas mal de choses. Et du coup, les réseaux toulousains, donc on est à la CPME 31 avec Laurent. Ça te parle la CPME ? Non. C'est une sorte de syndicat patronal. Voilà, je le vulgarise, mais c'est ça, c'est un syndicat patronal. C'est assez dynamique, il y a des belles soirées sur Toulouse. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Je ne sais pas s'il n'y a pas... je dirais une bêtise, je ne vais pas dire de nombre, mais il y a pas mal de chefs d'entreprise. Et du coup, en serrant des mains, en discutant de différents sujets, tu te rends compte que les gens, ils veulent manger avec toi, ils veulent prendre un café, ils passent au bureau, et tu te fais des copains, des connaissances. Et après, le business, il rentre comme ça. Surtout que c'est pas forcément les personnes que tu vas rencontrer directement qui vont être tes clients, mais eux, potentiellement, ils vont connaître quelqu'un qui pourra être potentiellement... si je devais donner un conseil aux jeunes créateurs, même aux plus anciens, mais après, il faut prendre le temps de le faire, ça prend du temps et de l'énergie. Toujours au temps. Il faut se montrer, il faut y aller. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Après, comme je te disais, l'annexe m'a beaucoup aidé. L'annexe Midi-Pyrénées, là, j'ai été pas mal impliqué il y a quelques années de ça. J'ai été vice-président. Ça te permet quand même de rentrer pas mal de contacts. Hein. Parce qu'aussi, nos premiers apporteurs d'affaires, nos premiers partenaires sont les experts comptables. Ah oui, c'est marrant ça. Enfin, ah oui, on travaille avec eux. Hein. Justement, je me disais, est-ce que c'était pas une forme de concurrence un peu, enfin oui et non, parce que comme on l'a dit, au final, si les experts comptables n'ont pas le temps de le faire, ils préfèrent que le client soit satisfait et de le renvoyer vers quelqu'un qui a le temps. Mais non, pour toi, c'est pas une concurrence Non. Après, je me suis amusé à faire un tableau Excel. Là, on connaît beaucoup d'experts comptables, on a leur mail, leur téléphone portable. Le fait d'être impliqué dans la profession, c'était dans une moindre mesure, c'était l'annexe. Hein. Annexe et JEC, mais c'est vrai que tu rencontres tu sympathises avec tellement de gens, ça devient des potes. Ils sont dans des cabinets, il y a du turnover en cabinet, donc chaque fois, ils partent chez d'autres patrons. En fait, ils disent « Rodolphe, il y a mon boss, il a telle problématique, est-ce que tu veux le dossier ? Est-ce que tu connais pas un collab pour nous ?» Et au final, le bouche à oreille fait que les gens ils t'appellent. Mais enfin, je réitère ma question encore une fois, mais les experts comptables, pour eux, ils ne le voient pas d'un mauvais œil. Ce que tu fais, par exemple, avec l'émission exceptionnelle, ils n'ont pas l'impression que tu leur piques leur job, parce qu'en soi, un expert comptable pourrait le faire, tu vois. Dis-toi, il y a même des experts comptables, c'est arrivé. Ça fait qu'un an qu'on les crée. Qui me disent, Rodolphe, est-ce que telle évaluation, est-ce que tu veux la faire parce que moi, j'ai pas le temps. En période fiscale. Hein. Voilà. Donc, souvent, ils n'ont pas la gamme RCA, ils n'ont pas évaluation flash. Donc, du coup, il faut une évaluation sur Excel. Sauf qu'une évaluation sur Excel, faire un fichier, c'est un truc qui date d'il y a 20 ans. Ok, peut-être qu'en Valo, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de rapport. Il n'y a pas de l'aspect littéraire. C'est pas packagé, il n'y a pas de marketing. Visuellement, c'est pas beau. Donc, du coup, ton évaluation Excel, tu vas dire quoi au client ? Tu vas dire... j'ai passé un jour, je vous la facture 800 €. Non, tu peux pas la vendre 800 €, une évaluation Excel. Tu vois ? Sinon, ça dévalorise aussi ton et donc, voilà, et donc du coup, en fait, même après, c'est surtout en termes de temps.
c'est qu'une évaluation, il faut récupérer les éléments. Il y a pas mal d'échanges avec le client. Moi, je vais sur place avec donc le dirigeant, le client. Je fais un diagnostic, force, faiblesse, menace, opportunité. Je discute avec lui pendant 1 heure. Je regarde s'il a de la machine-outil. Par exemple, si c'est un garage automobile, je regarde s'il a des ponts, qu'est-ce que ça vaut. Il me fait une étude de ses immobilisations parce qu'on ne retient pas forcément la BNC, tu vois. Donc en fait, il y a quand même tout ce travail. Et l'expert comptable, souvent, quand il a une après-midi devant lui, il doit gérer le RH, le congé maladie, le congé maternité. Non, mais Voilà. je suis étonnée parce que tu vois, je pensais que c'était pas forcément bien reçu. Après, il y a de tout. Je pense que oui, dans la profession, si les gens, tu leur dis Riverain, il fait des missions exceptionnelles, peut-être, vu que je suis pas inscrit à l'ordre, ils vont m'en vouloir. Mais après, c'est le jeu, on peut pas être aimé de tout le monde. Par contre, tant que tu es correct avec tout le monde, moi, je pars du principe que je leur vole pas des clients, en plus, je leur vole pas de dossiers. C'est un choix de vie aussi. C'est un choix de vie. Certes, il fait des missions exceptionnelles, mais il a choisi de le faire et rien ne les empêche de faire pareil s'ils en ont envie. Et après, je pense que ça joue aussi le fait que ça soit ton réseau et des personnes que tu connais avec qui tu t'entends bien, donc forcément qui vont pas te voir comme un concurrent plutôt que d'autres experts comptables qui pourraient se dire ils nous piquent notre travail, alors qu'en soi le travail il y en a pour tout le monde. Et puis, après, si les clients viennent vous voir c'est que c'est qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Donc, après, tu vois, j'ai 34 ans depuis juin. Sur les 5 dernières années, j'ai pas mal de copains, amis qui se sont créés, qui ont monté leur cabinet, Création Ex Nihilo, ou qui ont racheté. Je te rassure, tout le monde bosse. Tout le monde mange à sa faim. Il y a suffisamment de clients pour tout le monde. Il y a énormément de clients. Même trop. Voilà. Oui, il y en a. Donc, si tu veux, je pense que ça, ils me reprocheront pas de leur piquer des clients. C'est faux. Et peut-être que ça arrive aussi dans le sens inverse où toi, tu accompagnes un peu les créateurs sur le début et après, tu les renvoies dans un cabinet. Donc, ça fait un peu... De toute façon, moi, je fais pas les missions comptables. Donc, dès que je rencontre, comme tu dis, un créateur, moi, je vais l'aider sur sa phase de lancement, développement. Je donne beaucoup de conseils sous forme de formation, en fait. Mais ensuite, moi, j'aiguille vers un confrère expert comptable sur Toulouse qui bosse très bien. Et lui, ensuite, il rentre le dossier en juridique et en comptabilité. Et quand tu dis que tu le fais sous forme de formation, ça compte dans le crédit impôt dirigeant ? Oui, on peut. OPCO ou CPF. Et ça, il faut une certification, alors, une habilitation spéciale ? On est organisme de formation avec Laurent. Okay. Donc, on est OEF, donc on ne facture pas de TVA. Ça, c'est bien parce qu'on est concurrentiel. On est bien placé en taux horaire, du coup. Et ensuite, si le client ne veut pas payer, souvent le créateur il veut pas payer sur ses propres deniers parce que c'est le lancement, on se fait porter nous par une société à Toulouse qui est organisme de formation et qui est Calliope, Datadoké. Et donc du coup, cette entreprise nous porte, elle prend des frais qui sont des frais et nous du coup on peut venir piocher dans l'enveloppe alors soit l'OPCO parce que l'OPCO tu le perds chaque année donc il vaut mieux l'utiliser en priorité ou sinon sur le CPF. Et parce que du coup tu dis que vous êtes organisme de formation entre guillemets, c'est juste au niveau de l'activité, de l'objet social qu'il faut choisir ça, ou est-ce que ça veut dire vraiment il faut remplir un dossier Oui, tu as un dossier à faire. Là, ce que je te propose, parce que c'est Laure qui l'a fait, tu peux lui en parler cet après-midi. Parce que moi, ça serait que je m'en suis pas occupé. Ok, mais c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, on peut être organisme de formation. Oui, c'est ça, c'est une sorte de numéro, il te faut demander une sorte d'agrément en fait. Et après, tu as un compte rendu à faire chaque année sur les formations que tu as réalisées, je pense. Tu peux en discuter avec elle, elle pourra te répondre. Ok, super. Et tu disais que, outre, par exemple, évaluation prévisionnelle, il y a aussi peut-être une partie recrutement. Alors oui, on fait du recrutement. Alors ça, c'est du off, on ne communique pas dessus. Le but, c'est comme on avait un réseau à Toulouse de collègues, d'amis, avec l'annexe, avec toutes les relations qu'on a au niveau des experts comptables, stagiaires, des collabs, tout ça. Avant, c'est vrai qu'on faisait passer des CV aux copains quand quelqu'un cherchait et tout. On le faisait gratuitement. Et là, vu que maintenant on a créé notre société et qu'il faut qu'on arrive à se sortir un salaire, du coup, on fait comme un cabinet de recrutement, si tu veux. On prend un fees, un pourcentage sur le candidat, si le candidat, bien sûr, accepte le job. Voilà. Donc là, on a une dizaine de cabinets d'expertise comptable sur Toulouse.
toute taille différente, du petit au big. Du coup, quand on a 1 ou 2 CV, on essaye de les aiguiller vers ces cabinets-là. Et si ça match, on prend un fils. Est-ce que vous avez des exigences ou pas au niveau des cabinets de se dire ok, ce cabinet-là, oui. Au niveau RH, etc. Oui, bien sûr. Nous, le but, comme c'est du bouche à oreille, on ne communique pas dessus. Les CV qu'on a, c'est soit des amis, soit des copains, soit des connaissances, soit c'est des amis de copains, des copains, des copains. Donc, en fait, si on fait ça, on va se griller parce qu'ils vont dire « Ah, Rivéran, il m'a envoyé au casse-pipe, il m'a envoyé chez un fou. » Voilà. Donc, ça, c'est pas le but. La douzaine de cabinets qu'on a, alors je ne vais pas dire qu'ils sont triés sur le volet, mais souvent, c'est des confrères et c'est des potes qui ont monté leur cabinet. Ou sinon, c'est des experts comptables chez qui on a des gens, des super potes qui bossent dedans. Donc, on sait où on les envoie, en fait. Oui, comme quoi, ça existe aussi des cabinets qui sont quand même... Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Mais il faut savoir aussi, des fois... Il y a tout partout. Enfin, je veux dire, ne pas se dire que ça n'existe pas et rester là où on est parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Il faut bouger. Il ne faut pas hésiter à changer. On apprend tellement. Toi, tu avais changé pour la REM au début, mais... Ouais, après, moi, je l'ai fait, pour changer, premier temps, un gap de salaire, pour essayer quand même d'aller voir ce que je vais aller après l'alternance. Et après, j'ai retrouvé commissariat au compte. Pareil, j'avais pris quand même une augmentation. Et après, quand j'ai fait machine arrière pour revenir sur l'expertise comptable, là, je crois que j'avais gelé ma REM. Mais bon. Mais en tout cas, ne pas hésiter à changer ou même à passer d'un entretien. Alors, il ne faut pas changer forcément chaque année. Parce que si tu changes chaque année, au bout de 10 ans sur le CV, ça fait 10 entreprises ou 10 cabinets. Si tu veux être à ton compte, c'est pas grave. Mais... Comment ? Si tu veux être à ton compte, c'est pas très grave, mais... Oui, bien sûr, c'est même mieux. Moi, je pense pour être à son compte, il faut pas faire de généralité. Mais c'est bien de voir différents types de management, différentes structures, différentes méthodes. Il y a plein de choses à piocher. Pour savoir ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Surtout ce que tu veux pas faire. Ouais. Et là, par exemple, si tu peux nous parler un peu qu'est-ce que tu fais au quotidien, même au niveau... Enfin, je pense que les semaines, ça ne ressemble pas forcément, mais... Elles sont toutes différentes. Je ne sais pas, est-ce que tu disais que tu faisais du sport est-ce que ça peut arriver que, un jour en semaine, tu fasses du sport, je ne sais pas, le mardi après-midi, mais par contre, comme tu disais, à contrario, le samedi matin, ça se trouve, tu vas être en train de bosser sur un prévis. Ah, mais c'est ça. Hein. Tu vois, là, ça fait 3 matins, 3 matins de 7h du mat à 9h, je fais du vélo, je fais du sport ou du running. Après, je bosse. Dimanche, j'ai pas bossé. Laure a bossé. Samedi, on a bossé avec Laure un petit peu sur la boîte. En fait, voilà, mais comme tu bosses pour toi, en fait, c'est pas une contrainte. S'il faut faire des mails le dimanche soir, en fait, c'est pour toi, en fait. Tu le fais pour toi. Et donc vous n'êtes pas adepte du 9h-17h et du week-end? Pas du tout. Parfois, on va pas bosser. On est libre, en fait. On gère notre emploi de temps comme on veut. On a des courses à faire le mardi, on va faire les courses. Et s'il faut se remettre au boulot à 18h parce qu'il y a ça à sortir, on s'y met à 18h. Et ça, c'est quelque chose, toi, qui te correspond, parce que ça peut faire un peu peur, tu vois, de se dire, mais la frontière perso-pro, elle n'existe plus. Nous, je pense qu'on était fait pour ça, parce qu'on n'a jamais été autant libéré et déstressé que depuis qu'on a notre compte. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il faut se remettre en question, il faut savoir facturer, il ne faut pas hésiter à facturer, parce que si ça ne rentre pas, tu n'as pas de trésor. Même si on a peu de charges, il faut quand même, tous les mois, il y a de l'argent à sortir. Bon, voilà, il faut être zen, il faut arriver à se rémunérer. Ça, c'est l'objectif premier quand même. Le but, c'est ne pas retourner en cabinet dans un an. Hein. Et je pense que ça dépend aussi, comme on disait tout à l'heure, peut-être un peu de la situation familiale, parce que si tu as un conjoint qui fait 9h-17h et qui, lui, est libre le week-end, et que toi, tu te dis, ah bah non, j'ai pas travaillé cette semaine, il faut que je bosse ce week-end, tu vois. Après, c'est vrai que nous, on est deux dans le truc. Donc, ça nous dérange pas, si tu veux, si le dimanche, il pleut, ça nous dérange pas de travailler. Parce que si le lundi, il fait beau, on part à la mer. Donc, c'est cette liberté. Mais si j'avais eu, ma conjointe... peut-être sur des horaires de bureau, comme tu dis, du lundi au vendredi, 8h, 18h. Peut-être que du coup, j'aurais fait en sorte, j'en suis sûr, les week-ends, c'est sacré, en fait, de ne pas travailler. De s'adapter. Voilà, j'aurais pu le faire. Hein. Et elle aussi, je pense. Mais
Bon, c'est tombé comme ça. Ouais, c'était C'est la bien divine tombé. providence, ouais. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui, dans ton métier, ce que tu fais? Cette liberté. Ouais, toujours. Ouais, gérer mon entreprise, communiquer dessus. Enfin, Laure, c'est Laure qui communique, hein. Et après, c'est surtout rencontrer des dirigeants, se faire connaître à ce conseil. Et après, les écouter et voir. Tout le monde a des besoins, une variété de besoins différents. Et c'est arriver à résoudre des problèmes, en fait. Oui, et puis la diversité d'émissions C'est et ça. échanger avec des Ouais. gens, c'est ce qui te plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce qui te plaît le moins? Faire ma propre comptabilité. Un Non, expert comptable diplômé, attention, qui n'aime pas faire de la compta. faire ma propre comptabilité. C'est toi qui l'as fait ou c'est Laure? Oui, ou- oui, on se l'a fait nous-mêmes, ouais. Oui, c'est Ok. moi qui l'a fait, ouais. Laure a fait tout ce qui est facturation, Mm. relance client, Et c'est ce que j'allais dire, suivi trésor. parce que c'est elle qui me relance des fois pour les factures de l'annexe. Voilà. Alors, C'est elle qui tire les oreilles. Moi, j'annonce que les bonnes nouvelles. et si c'était, enfin, est-ce que tu es fier de ton parcours? T'as eu le Mais deck, écoute, tu le ouais, voulais. j'ai pas lâché. Alors vraiment, si je peux donner un conseil à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est ça en fait, c'est ne lâchez pas en fait. C'est dur pour tout le monde. Même s'il y a des gens qui ont des capacités hors normes, même si ça passe, s'ils sont diplômés à 27 ans, mais tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai été diplômé à 32, 33 ans. Bon, ben voilà, c'est le jeu. Ça a été plus dur peut-être pour moi, mais parce que je m'en suis pas donné les moyens. Faut pas lâcher, il faut aller au bout. Ça vaut vraiment le coup. Ce diplôme, vous l'aurez, il va vous suivre tout au long de votre vie. Ça vous permet d'engranger un max de connaissances, un max de savoir-faire, de savoir-être aussi. Et puis après, vous aurez toutes les armes pour vous associer, pour racheter, pour vous créer, pour faire tout ce que vous voulez. Après, tu disais au niveau tournage, je crois que tu es quand même à peu près dans la moyenne. Il me semble que la Je crois moyenne, que c'est la moyenne, c'est c'est 32. Ouais. ouais, c'est 31, 32. Ouais, Donc c'est ça. au final. Ah oui, c'est la moyenne. Bon, après, d'un côté, au moins, je suis plus mature, en fait, peut-être pour conseiller des dirigeants. Et si je m'étais créé à 28 ans, peut-être que j'aurais eu un problème de légitimité aussi. Ouais, Donc, c'est ça. pas plus mal. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le fait de pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, parce que en fait, on se rend pas compte. On croit que quand on a passé le DCG, qu'on est en stage, c'est bon, Oui. Ouais. on est presque au bout. Mais en fait, j'ai vu récemment la stat. Je crois qu'il y a peut-être 20-25% de stagiaires qui sont suspendus. Ouais, ça me surprend pas. Et sur une promo de première année de stagiaires, tous n'iront pas jusqu'au DEC. Et après, si on parle vraiment du métier d'expert comptable, tous ne s'inscriront pas à l'ordre, etc. Ouais. Donc en fait, entre ta promo de première année et ceux qui sont experts comptables à la fin, il n'y en a pas tant que ça non plus. Enfin, c'est pas forcément la majorité. Donc je pense que le plus important, c'est d'être vraiment... Tenace. Ouais. Tenace, de rien lâcher. Est-ce que si c'était à refaire, il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? Est-ce que tu botterais plus ton DSCG pour l'avoir ou... Je sais pas. On dit qu'on vit tous sur des regrets, mais je pense qu'il faut pas en avoir. Si j'avais eu le DSCG au bout de 5 ans, si j'avais eu le DEC à 28 ans, à 27 ans, peut-être que j'aurais pas rencontré la femme de ma vie. Si tu l'as rencontré... Aux 70 ans de l'annexe. Au Grand Zinc, en centre-ville, à Toulouse, il y a 6 ans. Ça remonte déjà, ouais. Et aujourd'hui, on attend un bébé ensemble. Ouais. Comme quoi, adhérer à l'annexe, des fois, ça peut, ça peut servir. Voilà, adhérer. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner au Rodolphe qui a 20 ans? Donc là, il est quoi? Il doit être en Écosse ou... Oui, c'est ça. J'étais en Écosse. C'est délicat dur, hein. comme question. Un conseil non, le conseil que je me donnerais, mais au final, je suis allé au bout. Donc, c'est ne lâche rien. Même si tu prends des coups, que tu es dans les cordes et que tu es à genoux, même si tu as un genou à terre, 2 genoux à terre, relève-toi et va de l'avant. Voilà, il faut pas lâcher, il faut aller au bout. Et après, agilité. Dès qu'il y a un truc qui va pas, se remettre en question. Et c'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que ça... Enfin, si ça va pas aujourd'hui, c'est que ça ira mieux demain. C'est comme la pluie et le beau temps. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a une petite citation qui dit les nuages... Enfin, peut-être que demain, il y aura un grand soleil. On a tous
Il faut pas gâcher son talent. Alors, je pense qu'on a tous des aptitudes. C'est enfin, il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont des aptitudes. Mais voilà, il faut pas gâcher ça, en fait. C'est arriver à déceler ce qu'on sait faire, ce qu'on sait peut-être ce qu'on sait pas faire. Mais par contre, il faut y aller. Il faut pas lâcher, en fait. Faut pas gâcher son talent. Il faut foncer. Il faut trouver ce dans quoi on est bon, ce qu'on aime. Oui. Et les vérités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Si demain, à Reste Conseil, on se rend compte que, je sais pas, soit ça marche plus niveau honoraire, niveau trésor, on se rend compte qu'on peut pas se payer, on se remettra en question. Peut-être que ça ira très bien, mais les missions qu'on propose, elles nous font plus rêver. Et du coup, on se remettra en question et on créera autre chose. On lancera d'autres choses. On n'est pas obligé de s'enfermer dans un métier ou des missions. Et ça se trouve, tu seras commercial, comme tu avais évoqué tout à l'heure. Alors, juste dernière partie, un petit question-réponse pour les auditeurs qui ont posé des questions. Comment on se forme aux missions exceptionnelles ? Parce que tu sais, des fois, quand tu es collaborateur, tu n'as pas forcément l'occasion de te former. Est-ce qu'il faut vraiment une pratique professionnelle ? Est-ce qu'on peut faire des formations en dehors du temps de travail? Si oui, donc tu l'as déjà évoqué un peu peut-être sur Internet. Ouais, Internet, il y a une multitude de choses sur Internet, des formations sur de l'éval, sur des tableaux de bord, tout ce que vous voulez. C'est quoi, des blogs, des chaînes YouTube? Il y a des blogs, mais même plus, des vidéos YouTube. Hein. Ok. Vous avez ça. Après, moi, les formations que j'avais, c'était dans le groupe national. Ça me permettait d'avoir des supports. Des exemples concrets peut-être. Ouais, et surtout de rencontrer des spécialistes du domaine, en fait. Donc des experts comptables spécialisés en valo. Donc on peut leur poser des questions, on peut échanger. Et puis après, c'est la pratique. Hein. Je vais dire, les 10 premières valos sont les plus compliquées. Après, ça déroule. Après, c'est fini. Après, c'est gagné. Donc il faut commencer et peut-être ne pas hésiter à demander une base aussi. De données. Même quitte à récupérer une base de données dans votre cabinet ou dans votre groupe, si vous êtes dans un groupe, pour récupérer les 10, 15, la centaine de valorisations de boîtes que vous pouvez récupérer. Et n'hésitez pas à les lire, regardez. Ça vous fera une bonne... Enfin, vous aurez la méthode quand même. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisagerais de former peut-être des collaborateurs, des experts comptables, stagiaires, des experts comptables à l'évaluation d'entreprise? Oui, ça me plairait. Tu le fais pour l'instant ou non? Non, pas forcément. J'ai pas eu l'opportunité. Après, voilà, comme je suis pas inscrit à l'ordre, peut-être que ça va bloquer. Mais j'aime bien quand même cet aspect business en fait. Ok, une piste de mission comme ça que je lance. Pourquoi avoir passé le DEC pour ne pas être expert comptable? Tu vois, c'est la question qui revient, on comprend pas pourquoi. Mais pourquoi tu veux passer le DEC si tu veux pas être expert comptable? Parce que ça a fait plaisir à toute la famille. Non. Non, c'est le statut, le DEC. En fait, après, c'est les mentalités d'avant. Hein. Peut-être qu'elles sont restées aujourd'hui. Mais parfois, on ne dit pas Rodolphe Rivéran. Maintenant, ils disent l'expert comptable. C'est con ce que je dis. Mais en fait, c'est même parfois quand on croise... Alors moi, c'est vrai que je viens un peu... c'est mentalité village. Hein. Je viens de Mazamet, dans le Tarn. Mais souvent, c'est oui, le médecin, le fils du médecin, l'expert comptable. En fait, c'est ce statut-là. Donc, allez au bout... Et même si vous faites autre chose, vous allez apprendre tellement de choses sur cette voie de l'expertise comptable que vous pourrez, vous saurez tout faire. Vous pourrez créer une boîte, vous pourrez racheter une boîte. Vous avez tout le champ des possibles. Mais c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est que vous mettez pas de limite sur. Il faut pas avoir de limite. Je fais que ça, tu vois. C'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. Bon, déjà il y a la partie recrutement, et puis même la partie où, si le client il a besoin d'une plaquette commerciale ou quoi, elle te le fait, sur Canva, je pense. Mais en fait, vous dites pas, ok, nous on fait que ça. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui a un problème, vous dites, ok, comment je peux faire pour y répondre? Nous, c'est arrivé. Là, le bureau qui est aujourd'hui là dans le coworking. Il y a un mois de ça, j'ai reçu un client toulousain qui souhaite vendre son entreprise dans le bâtiment. Donc, je lui ai fait la valorisation de son EURL. Et là, il me fait « Ok, maintenant j'ai le rapport, super. Si j'ai des touches, je peux présenter le rapport. » Et il me dit « Par contre, comment je communique, je ne sais pas trop. » Laure, il a préparé une plaquette, donc sur 2 pages en fait, pour mettre en vente son fonds de commerce. Donc, en fait, c'est déjà arrivé. J'ai fait le rapport d'évaluation et Laure, elle a fait le support visuel, le marketing en fait.
parce qu'il avait vraiment ce besoin-là. Et le client, il est trop fan, il a fait 3 mails de remerciement et il a payé pour ça. Et comme quoi, on n'est pas obligé de se limiter à de la compta. Faut pas ou se à... L'approche besoin. Je pense que c'est le plus important et c'est peut-être des fois ce qu'on retrouve pas forcément toujours dans les cabinets où Et non. on est moins entrepreneur, tu vois. Pour moi, l'expert comptable, à la fin de l'entretien bilan, ou même au début, s'il posait la question quels sont vos besoins aux dirigeants, quels sont vos besoins aujourd'hui, ben, peut-être qu'il va se rendre compte que le dirigeant va lui dire ah ben écoute Robert, merci pour le bilan, mais en fait tu me commentes des chiffres, tu me commentes une trésor, c'était il y a 6 mois, il y a 1 an. Ben là en fait ouais, j'ai perdu tel gros client, je me rends compte que j'avais 80% de mon chiffre d'affaires qui dépendait de ce client Tartampion. Comment je fais aujourd'hui? Je me rends compte que j'ai plus de trésor, je suis au bord du gouffre en fait. Et là, ben, en fait, peut-être que l'expert comptable, s'il avait pris du recul, il aurait peut-être lui dit, ben, en fait, ouais, la dépendance, elle est énorme avec Tartampion. Il fallait pas le perdre, ou il fallait se diversifier. Et surtout, ne pas forcément, tu disais au moment du rendez-vous bilan, mais en fait, on n'est pas obligé d'attendre le rendez-vous bilan non plus pour discuter avec son client et lui demander de quoi il a besoin et prendre des nouvelles. Il est trop tard. Le rendez-vous bilan, c'est beau, c'est bien. Ça permet de justifier les honoraires. On en est là, en fait. C'est passé. Tu sais, et aujourd'hui, tout va tellement vite en 2021, 2022. Ouais, ils attendent plus d'avoir un rendez-vous avec l'expert comptable. Ils tapent sur Internet, prévisionnel, le truc. Il suffit qu'ils tombent sur le site de quelqu'un et c'est bon. En fait, leur truc, il est déjà fait. L'expert comptable, il va arriver, il va dire c'est qui vous avez fait votre prévisionnel? Bien sûr. Je sais pas. En fait, des fois, les clients, ils pensent même pas à l'expert comptable. En fait. Ouais, bien sûr. Parce que moi, il y a quelques jours, là, j'étais sur un groupe sur LinkedIn et en fait, je vois quelqu'un qui dit oui, j'aurais besoin de quelqu'un qui me coach un peu finance, fiscalité et tout. Quand je commence à lire ça, je me dis c'est son expert comptable. Et en fait, dans les commentaires, je vois qu'il y a quelqu'un qui lui dit demande à ton expert comptable. Oui. Et en fait, elle dit ah non, mais en fait, je veux vraiment quelqu'un qui m'accompagne et tout, et je veux pas juste un fichier Excel. Et c'est là que, tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont bêtes. Ça veut pas dire que moi, je serais comme ça si j'étais expert comptable, mais c'est là que je me dis, genre, waouh, enfin, moi, j'ai pas envie d'être, en tout cas, associée à ce genre d'expert comptable, parce que sans dénigrer, c'est juste que moi, c'est pas du tout la vision que j'ai, tu vois. Je pense qu'on la partage un peu, mais... Complètement. Après, on en revient aussi, quand tu as des honoraires, quand tu as du récurrent chaque année, que ça roule tout seul, grâce aux missions classiques de l'expertise comptable. Pourquoi, si tout est carré, cadré, pourquoi ils vont essayer de faire, je sais pas, 20, 30, 50, 100 missions exceptionnelles en plus? Oui, c'est la zone de confort, quoi. C'est la zone de confort. Mais après, est-ce que... Enfin, moi, par exemple, j'essaye de... Tu vois, nous, de ne pas avoir de récurrent, peut-être que c'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller de l'avant et de faire de la prospection, de rencontrer des gens et de vendre des missions exceptionnelles. Mais parce que nous, on a du temps et comme on n'a pas de récurrent, on est en danger, en fait. On n'a pas de zone de confort. Si demain, on ne prospecte plus, il se peut que ça rentre beaucoup moins. Oui, mais c'est ça qui est excitant aussi et qui te fait vivre la diversité des missions. Enfin, moi, par exemple, faire que des missions... récurrente, je sais que... Je partage le même ressenti. Enfin, je pourrais pas m'épanouir dans un métier où tu évolues pas, tu apprends pas, si tu restes là où t'es, au bout d'un moment, tu finis par reculer, quoi. Pour moi, c'est du gâchis. Bon, sur ces belles paroles, on veut pas vous faire peur, hein. Vous pouvez être expert comptable, mais... Faut aller au bout. C'est important. En tout cas, allez au bout du deck et après, vous pourrez choisir de faire ce que vous voulez. Vous serez libre. C'est ça. Le mot qu'il faut retenir, je pense que c'est liberté. Écoute, merci beaucoup, Rodolphe. Merci à toi, Julie. Pour ton temps. Et puis, nous, on vous laisse, on va aller manger tous les 3. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h